avons voté également. Notre pays est confronté donc depuis un certain nombre d'années à une violence verbale et parfois physique qui est insupportable en direction de personnes qui exercent des missions de service public. C'est le cas par exemple des pompiers qui sont souvent agressés alors qu'ils sont là pour assurer la sécurité civile des citoyens. C'est le cas des personnels de transport collectif pris à partie par les usagers. C'est le cas des enseignants pris à partie par des familles d'élèves. Et c'est le cas, bien sûr, du personnel des établissements de santé dont il est question dans cette délibération. Elle est donc la bienvenue dans la mesure où la collaboration de l'ensemble des services permet d'assurer de meilleures conditions de travail à un personnel souvent confronté à des incivilités pouvant dégénérer en des attitudes susceptibles de les mettre en danger. Compléter le dispositif avec un bouton d'alerte au service des urgences nous semble également plutôt une bonne chose. Alors je voudrais au passage remercier monsieur le DGS qui m'a fait parvenir des précisions que j'avais demandées en commission sur l'établissement de santé concerné, mais je vais me permettre d'apporter un léger rectificatif à son propos. Il me rappelle que cette convention, selon lui, ne serait que le renouvellement d'une précédente convention déjà adoptée par le conseil municipal et que le dispositif n'est donc pas nouveau. Alors, il n'est pas entièrement nouveau, je vous l'accorde, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que pour répondre aux sollicitations de l'Agence régionale de santé du préfet des Alpes-Maritimes adressées au directeur des établissements de santé le 20 mars 1977, comme le rappelle la délibération, et comme vous l'avez d'ailleurs rappelé vous-même, Monsieur Pradal, la convention existante ne concernait que la police et le CHU de Nice et a été étendue aux services de justice. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, nous voterons cette délibération. Merci, monsieur le maire. Alors, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu, je suppose, comme tout le monde, cette scène dans une vie antérieure. Cette question commence sérieusement à ressembler à une série TV, une mauvaise série TV. Nous en sommes au 3e épisode municipal, et pour l'heure, les occupants de la mosquée An-Nour n'ont fait que marquer juridiquement des points par rapport à votre souhait de voir ériger une crèche qui s'améliore au fil des délibérations et des conseils sur cet emplacement. Alors, vous en prenez aujourd'hui aux conclusions du commissaire enquêteur, des conclusions défavorables, tant sur l'utilité publique que sur le volet parcellaire. Je le répète, je l'avais déjà dit, pour n'avoir pas fait preuve de vigilance à l'origine, et vous pouvez toujours dire effectivement qu'aujourd'hui vous n'étiez pas au fait du financement, mais vous avez été informé très tôt quand même du projet An-Nour et vous l'avez laissé se monter. Vous êtes conduit depuis à le contester, alors qu'il a été réalisé et que le lieu est utilisé sans poser, semble-t-il, pour ce que l'on en sait, de problèmes particuliers. Il y a presque 2 ans maintenant, puisque c'était au conseil municipal d'avril 2016, vous avez présenté un projet alternatif de mosquée et de centre culturel à l'ouest de la ville, avec pour partenaires d'autres organisations de musulmans, dont rien d'ailleurs ne permet de penser, pour l'instant en tout cas, qu'ils présentent plus ou moins de garanties que ceux d'An-Nour, même si vous affirmez que ce lieu ne dépendra d'aucune influence étrangère et disposera d'un financement clair et transparent. Alors, ce projet, largement médiatisé à ce moment-là, ne semble pas avoir fait l'objet, pour l'instant, d'un quelconque début de réalisation, tant et si bien que vous proposez aujourd'hui un lieu de culte provisoire dans un bâtiment appartenant à la ville route de Grenoble. Moi, je me dis qu'avec toutes ces opportunités, c'est à se demander pourquoi rien n'a été fait avant pour assurer la liberté de culte. Quoi qu'il en soit, vous nous demandez donc aujourd'hui de contester les conclusions du commissaire enquêteur, pourtant quand même largement argumentées, et de demander à monsieur le préfet de prendre une décision d'utilité publique et d'arrêter des sites. Alors, si nous sommes toujours sensibles, parce que nous le sommes, à votre argumentation sur le financement de ce lieu de culte, nous sommes aussi respectueux des décisions judiciaires prises et de l'avis du commissaire enquêteur. C'est pourquoi, fidèle à l'attitude qui est la nôtre depuis le début de cette lamentable affaire, nous continuerons à refuser d'exprimer un vote sur cette question. Je vous remercie. Personne d'entre vous ne s'est exprimé. Personne. Aucun d'entre vous. Sur la transparence des flux financiers. Aucun. Je suis très surpris. Il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Aucun d'entre vous n'a soulevé cet argument, à part Madame Boisvotard.
Aucun d'entre vous. Madame Bois-Mottard, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste un mot, vous savez que nous sommes sensibles, je l'ai répété tout à l'heure et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à un certain nombre des arguments que vous avez développés. Vous nous invitez à attendre la décision de l'enquête préliminaire du parquet. C'est ce que nous comptons bien faire quand nous disons que nous ne nous exprimons pas par un vote aujourd'hui. Voilà. D'accord. Merci de votre précision. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, deux choses à propos de cette délibération. Tout d'abord, à propos de la demande d'approbation de la vente du bien immobilier qui est au point 1 de la délibération, le local qui est 6 rue Pertinax. Alors, vous nous dites que tout ça est passé effectivement au GTS, mais le GTS, je rappelle, donne une appréciation technique. Ici, on donne une appréciation politique par rapport au choix opéré. Alors, l'avis de France Domaine, qui était joint à la délibération, fixe un prix de 485 000 € et le prix de vente n'est que de 450 000 €. Par ailleurs, dans son avis, l'inspectrice prend la peine de rappeler que son évaluation est valable pour 12 mois et que, faute de réalisation de l'opération dans ce délai, une nouvelle consultation de France Domaine serait nécessaire. Or, l'avis date du 8 septembre 2015, donc de 28 mois. Du coup, je vous pose deux questions. Un nouvel avis a-t-il été demandé, donc comme c'était exigé, à France Domaine? Et si oui, pourquoi ne nous a-t-il pas été communiqué au lieu et place de celui de 2015? Deuxième question, pourquoi le montant de la vente est inférieur à celui de l'avis de France Domaine? Doit-on penser que vous avez considéré que depuis 2 ans que cet avis a été donné, les prix de l'immobilier dans le secteur ont chuté, alors que vous avez affirmé à plusieurs reprises que le quartier faisait l'objet de toute l'attention de votre majorité, afin d'être réévalué? S'agissant ensuite, deuxième point, c'est le point 2 de la délibération. Il est fait état de la rectification d'une erreur matérielle à propos d'une délibération précédente qui était passée au conseil municipal du 26 octobre 2017 relative à la vente à une SCI de la Villa Beluga à Cimier, avenue Prével, c'est bien celle-là. Vous n'aviez pas jugé bon de me préciser alors si oui ou non la Villa du Gardien, qui n'est pas dans le périmètre de protection des monuments historiques, contrairement à la villa elle-même, allait pouvoir être démolie par l'acquéreur, ce qui lui donnerait la possibilité ensuite de reconstruire et donc de faire une excellente affaire, dans la mesure où l'évaluation de France Domaine était basée sur une hypothèse sans possibilité de démolition et de reconstruction, et que même si le prix de vente, à ce moment-là, dépassait cette évaluation, son montant serait sans aucune commune mesure avec les profits que pourrait retirer l'acquéreur. Je vous rappelle que c'est une SCI, d'une construction immobilière sur ce secteur. Me répondrez-vous précisément cette fois quelle serait l'évaluation de France Domaine, quelle serait la véritable valeur de ce bien s'il était retenu une possibilité de démolition, reconstruction de la villa du Gardien? Donc, 2 groupes de questions. Je vous remercie. Merci de ces questions. Bois-Mottard voulait dire quelque chose. Peut-être suis-je aussi en train de devenir le mentor de Madame Bois-Mottard, je le sens. Je vous ai connu plus perspicace. Alors, je dis que promouvoir une véritable politique du cinéma à Nice, c'est assurément une nécessité. La reprise des services en régie des studios de la Victorine, c'est effectivement une bonne chose, bien qu'elle soit un peu tardive. Par contre, l'ouverture prochaine à Cannes du campus consacré aux nouveaux métiers de l'écriture, nouveaux métiers des médias, du cinéma, fait prendre une bonne longueur d'avance à la ville voisine pour piloter cette filière si prometteuse de la Côte d'Azur, d'autant que l'ESRA, l'école, va quitter Nice pour rejoindre le nouveau campus. Alors, dans cet esprit, la création d'un poste de directeur du cinéma est une bonne chose, mais le contenu même de la délibération appelle au moins 2 questions. La première... Ça n'est pas la création d'un poste. Non, c'est la désignation, le recrutement. D'accord, non, c'était sur un poste existant. C'est un poste existant. La personne qui l'occupait depuis très longtemps, à mon grand regret, a fait valoir ses droits à la retraite, Madame Odile Chapelle. Et donc, il s'agit aujourd'hui de remplacer Madame Odile Chapelle. Alors, ça modifie mon propos parce que j'avais un petit problème d'identification par rapport au poste, là, sur la difficulté. Je disais, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce qui se fait à la Cinémathèque. Et je voulais vous poser une question là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas préciser les rôles? Voilà. Je vous remercie. Vous voyez que je deviens votre mentor.
je vais me consacrer aux délibérations 45.1 et 45.2. Il vous arrive de me reprocher d'être trop critique dans mes interventions, pas aujourd'hui, hein, puisque par je ne sais quel raccourci saisissant est devenu mon mentor. Donc là, ce ne sera pas le cas, et vraiment sans restriction. En effet, la politique qui est menée par la municipalité et qui est pilotée depuis 2012 par M. Jean-Louis Gagliolo est une politique qui est à la fois innovante et efficace. Au-delà de l'excellence institutionnelle du TNN, il y à Nice effectivement de nombreux théâtres, une trentaine de théâtres, un peu moins de qualité, même s'ils sont souvent de taille modeste, qui avaient la détestable habitude de vivre un peu à autarcie, avec chacun son public captif, peu d'échanges artistiques. Il fallait casser cela, il fallait décloisonner, créer une dynamique commune. Des initiatives comme la quinzaine des théâtres qui ont contribué. Et le portail théâtre.fr nous semble également quelque chose d'heureux, une initiative heureuse, susceptible d'améliorer encore cette transversalité. Même si ça ne fait pas l'objet de cette délibération, on pourrait aussi vous encourager à continuer à nouer des partenariats avec des manifestations pluridisciplinaires, pas consacrées donc seulement au théâtre, comme Mars au musée, les journées poète-poète, où le théâtre a toute sa place. Nous approuvons donc cette politique qui crée une vraie dynamique dans le secteur pour le plus grand profit des théâtres, des compagnies, et bien sûr, ce qui est principal pour le public. C'est tellement bien qu'il conviendrait peut-être à terme de réfléchir à son extension à la métropole. Pardon ? Ce ne sera pas long, mais en fait c'est un coup de gueule mon intervention. On attribue 2 subventions par an aux commerçants là, de la rue Alphonse Carre. Aujourd'hui c'est pour la braderie. La braderie en gros c'est pour faire les soldes. On appelle ça l'animation du quartier. Bon, moi ça m'énerve quoi, mais ça m'énerve ce truc-là. Ça m'énerve de constater, non, à chaque fois, même si le montant paraît modeste, qu'on privilégie ainsi, je veux dire, les commerçants d'un quartier qui ne sont pas les plus à plaindre. Voilà. 1 500 € de subvention, bah, ouais, c'est le prix quoi, d'une robe qu'on trouve chez eux, enfin bon, de notre article, un manteau peut-être. Bon, donc. Marc fait quelque chose. Je dirais que tant. Non, mais c'est pas ça, mais tant de quartiers ont des besoins qui ne sont pas satisfaits, y compris des commerçants. Tant de causes mériteraient que les quelques euros qui leur manquent parfois pour faire, voilà, pour réaliser quelque chose. Enfin voilà, ça m'énerve et donc, ce coup-là, j'ai décidé que je voterai contre. Bon, allez. Pour toutes ces raisons, je vous propose de continuer sur cette expérimentation, mes chers collègues, et donc de rejeter le vœu ainsi proposé par M. Allemand. Qui est favorable au vœu de M. Allemand? Qui s'abstient? Et donc, il est rejeté. Le 3e vœu émane du groupe radical et divers gauche, qui s'émeut des délais de convocation de notre Assemblée. Sur le plan juridique, nous respectons toujours les délais de convocation des membres du conseil municipal comme indiqué dans l'article 2 de notre règlement intérieur. Je vais vous rappeler 2 articles du Code général des collectivités territoriales. Le premier, le L 21-21-12, qui fixe le délai de convocation à 5 jours francs. Le second est le L 21-21-10, qui mentionne que toute convocation est faite par le maire et indique les questions portées à l'ordre du jour. Ces 2 articles du Code général des collectivités territoriales vous convoquant sous 5 jours francs et en fixant l'ordre du jour étant respecté, votre vœu n'est donc pas légitime. Mais, je tiens à vous préciser que si les dates prévues ont évolué, c'est en raison de 3 demandes de rendez-vous que je me devais d'honorer en tant que maire de Nice. Donc, je ne veux pas le rejeter, puis c'est... Franchement, vous le faites observer, je réponds, ce n'est pas la peine de déposer un vœu. Voilà, je m'excuse, j'aurais préféré ne pas avoir à reporter. Je sais que c'est compliqué pour chacun, mais sachez que c'est compliqué pour moi aussi. Quand le ministre de l'Éducation m'a fait savoir qu'il souhaitait venir à Nice le vendredi 26 janvier, c'est-à-dire à un moment où j'avais arrêté le conseil municipal. Lundi dernier, le 29 janvier, les associations patriotiques ont souhaité que nous célébrions les 90 ans de notre monument aux morts, ce magnifique édifice dédié aux enfants de Nice morts pour la patrie, et ils avaient raison. Mercredi 31, le prince Albert de Monaco, chef d'État, a souhaité s'entretenir avec moi de sujets importants pour notre territoire. Voilà, j'espère que vous comprendrez que
par rapport à ces trois propositions, demandes et rencontres qui avaient une importance importante pour les dossiers, en tout cas pour deux d'entre elles liées à l'avenir de notre cité et à des décisions importantes avec la relation avec ces deux hautes personnalités. Vous comprendrez pourquoi j'ai opéré ces changements dans le respect de la loi. En même temps, j'aurais préféré ne pas avoir à le faire et ne pas avoir à vous poser de difficultés dans la gestion de vos propres agendas. Voilà pourquoi je vous demande tout simplement de retirer ce vœu et bien évidemment, nous ferons tout ce que nous pouvons pour éviter, autant que faire se peut, d'être de nouveau confrontés à ces changements. Madame Poimotard. Oui, j'entends bien votre argumentation, et d'ailleurs, dans ce vœu, je n'ai jamais prétendu qu'on ne respectait pas la loi, je la cite même, et je dis qu'elle est effectivement respectée. On a 5 jours avant, le règlement intérieur reprend la loi, 5 jours avant, les documentations, etc. Donc, la seule chose que je vous demandais, et donc je pense que ça... On peut le retirer après ce que vous avez dit, cet engagement moral de faire en sorte qu'on puisse avoir la date suffisamment tôt et que sauf circonstances exceptionnelles, parce que là il y a quand même beaucoup de circonstances exceptionnelles, cette date soit respectée. Entendu, madame, je vous remercie en tout cas d'avoir la délicatesse de retirer. Avant que